se retrouve du coup pour parler un petit peu du local. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été un peu genre hype par le local, etc., etc. Mais moi j'aimerais bien un peu, on va dire, donner les deux côtés de la facette. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui s'entraînent, etc. Mais c'est pas forcément la nature première du local. Et surtout, j'aimerais bien un peu parler de toutes les implications du dossier, comment est-ce que tu fais pour avoir un local, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir, etc., etc. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un local commercial. J'ai mon entreprise qui est domiciliée ici. Et ça, du coup, bah, il faut avoir une entreprise pour pouvoir avoir un local commercial, puisque c'est un bail commercial aussi. Pour le coup, moi, j'ai réussi à négocier et j'ai pas un bail purement commercial, donc 369 comme on a l'habitude d'avoir dans tous les locaux d'activité, c'est-à-dire avec des obligations de rester 3 ans et renouvelable tous les 3 ans jusqu'à 9 ans. Moi, c'est un bail dérogatoire de 24 mois qui est renouvelable, enfin non renouvelable à l'identique, mais qui est renouvelable ensuite. Donc en fait, j'ai réussi à négocier que 2 ans de contrat pour que je puisse, au bout des 2 ans, si je veux changer de local, etc., pouvoir changer. Mais en tout cas, je suis bloqué 2 ans dans ce local. Bloqué, il y a pire comme situation, mais voilà, je dois garder ce local-là pendant 2 ans. Et ça, c'est évidemment à prendre en compte, puisque un local, c'est un budget, et il faut, entre guillemets, réussir à pérenniser ce que vous faites pour que vous puissiez tenir 2 ans et que vous n'ayez pas juste à payer les loyers pour rien pendant 2 ans et qu'au final, vous en soyez ruiné ou en tout cas que ça soit un poids financièrement. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça lorsque vous prenez un local. Et après évidemment il y a d'autres choses qu'il faut avoir. Déjà il faut avoir un dossier. Si vous avez comme projet d'ouvrir une salle, de prendre un local pour votre entreprise, etc., il faut un dossier. C'est-à-dire qu'il faut avoir une cohérence. Il faut savoir ce que vous voulez y faire dedans, quels sont les objectifs de ce local, est-ce que ça va vous rapporter de l'argent ou est-ce que ça va être une charge mais que du coup vous allez amortir d'une autre manière. Ça c'est aussi extrêmement important. Et surtout pour le propriétaire, parce que cette personne-là va vous demander de justifier des revenus évidemment pour pouvoir prendre ce local. Et là on parle d'un local qui est quand même assez cher. Donc c'est pas juste des revenus personnels ou en tout cas c'est très compliqué de les avoir, mais des revenus d'entreprise. Donc il faut avoir plus ou moins un background avec les sociétés que vous pouvez avoir ou que vous voulez avoir, des prévisionnels, etc., etc., pour montrer que vous êtes sérieux et que votre activité a du sens dans ce local-là. Et ça, c'est important souvent comme dossier, du coup, comme je l'ai dit, pour les propriétaires. Et ensuite, du coup, il faut aussi pouvoir domicilier son entreprise ici. Quand vous ouvrez votre entreprise, vous faites votre dépôt de greffe, etc., vous avez des statuts et vous avez un type d'activité qui correspond, du coup, ou pas à votre local. Et ça, c'est très important, du coup, de savoir si c'est complémentaire ou pas. Donc, la première étape qu'on a lorsqu'on a un projet, c'est souvent de voir le local, parce que ça permet de se projeter, de savoir ce qu'on peut faire, quelles sont les opportunités, etc., etc. Mais ce qui est cool aussi dans la création de ce dossier dont je vous ai parlé pour pouvoir avoir le local, c'est un peu de concrétiser ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on se pose et on se dit, ok, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce que je veux faire, je monte mon dossier, ce vers quoi je veux tourner mon activité, et ça permet un petit peu d'avoir plus de concret sur ce qu'on veut faire plutôt que juste se projeter et d'être un peu dans le flou. Donc ça c'est cool, mais évidemment, comme il faut se rendre compte, c'est des frais tous les mois et des contraintes de temps et potentiellement de travaux. Dans ce local-là, nous, on avait la première contrainte qu'on voulait, c'est d'avoir de l'espace, parce que bah, forcément, force, c'est ce dont on a besoin. Donc il fallait un grand local, celui-là fait à peu près 300 mètres carrés. La contrepartie, du coup, c'est que c'est vraiment un hangar. Donc il y a quelques travaux à faire pour aménager des bureaux, pour pouvoir être, on va dire, vraiment bien dans le local. Bon, là, il y a déjà de la peinture, mais il y aura aussi toute une création d'une mezzanine, etc., pour ajouter de l'espace et pour pouvoir avoir des bureaux qui sont propres et tout ça, bah, c'est aussi à nos frais. Donc c'est à prendre en compte parce que tout ce qui est, quand on entre dans le local, il y a en général les honoraires d'agence, le dépôt de garantie, les premiers mois de loyer et les travaux. Donc ça, c'est aussi, il faut une trésorerie pour pouvoir rentrer dans un local et c'est évidemment à prendre en compte. C'est des frais qui tombent dès le début. Pour mon cas, c'est plus simple parce que j'ai pas forcément de trésorerie de roulement, comme on dit, donc j'ai pas besoin d'avancer des frais pour faire tourner l'entreprise puisque la plupart de ce que je fais se fait en ligne. Mais pour les gens qui ont des activités plus classiques, on va dire, où il faut acheter de la matière première, il faut que ça rentre en compte dans ce que vous pouvez gagner et si vous en êtes capable ou pas. Donc ça, évidemment, c'est à prendre en compte. Et aussi, il y avait d'autres travaux aussi, comme par exemple les toilettes, ce genre de choses pour que ça soit refait un peu à neuf, parce qu'avant ici c'était un garage, donc je vous laisse imaginer l'état des toilettes, c'est pas joli joli. Donc on va tout refaire proprement pour qu'on soit bien, pour que ce soit agréable et qu'on puisse passer 2 bonnes années au moins ici. Donc l'objectif pour ce local, c'était déjà d'avoir un grand espace pour s'entraîner d'au moins 200 mètres carrés. On l'a. Un bureau pour pouvoir travailler avec toute l'équipe SBD Forever Coaching. Un open space pour les gens qui viennent ici, mais aussi pour pouvoir se regrouper si on a potentiellement des clients ou des gens qui viennent. Un espace pour se poser, manger, passer du temps. Une petite cuisine du coup, parce que si on veut manger, il faut cuisiner. Des sanitaires et des douches pour pouvoir évidemment juste un point de vue hygiène et puis pouvoir prendre une douche et tout simplement aller aux toilettes. Et en dernier, un petit bureau annexe dans lequel je tourne cette vidéo à l'heure actuelle. Ce bureau était déjà présent à la prise des locaux. Comme vous voyez, il y a un petit peu de réflexion à faire au niveau des murs, etc., etc. C'est pas extrêmement propre, mais en tout cas, ce bureau-là est déjà monté. Donc ça, c'est des frais en moins, ce qui est toujours cool à savoir lorsque vous prenez votre local. Et maintenant, on va parler un petit peu des contraintes, pas financières ou logistiques, bah là en l'occurrence ça va être climatique. J'ai pris ce local au 1er décembre, ce qui veut dire qu'on est en plein milieu de l'hiver. Et comme je vous l'ai dit, c'est un hangar, c'est très peu isolé, donc il y a la contrainte du froid. On est quand même à Montpellier, donc c'est pas l'endroit le plus problématique pour ça, mais c'est quand même un truc. À l'heure actuelle, il fait entre 15 au plus haut et 3-4 degrés le soir quand ça descend. Donc 15 degrés c'est largement tolérable pour s'entraîner, 3 c'est plus problématique. Donc on a dû résoudre cette problématique là. Vu que le local n'est pas isolé et très grand, c'est quasiment impossible à chauffer. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter une tente de réception très grande qui fait 75 mètres carrés et on va chauffer directement la tente pour pouvoir du coup restreindre l'espace, restreindre le volume et pour pouvoir chauffer cette tente. On a l'avantage d'avoir du courant qui est triphasé ici, ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez avoir dans une maison classique ou dans la plupart des installations électriques. Ce qui veut dire que je peux avoir un chauffage électrique assez puissant qui fait 15 kW. Pour donner un ordre d'idée, les chauffages classiques électriques c'est genre 3 kW le maximum puisque c'est ce qu'on peut mettre sur une prise classique avant
que ça disjoncte et que ça surchauffe. Donc là j'ai 15 kW pour chauffer cette tente et ça devrait largement le faire pour pouvoir avoir une température qui est tolérable. Un truc tout con du coup, mais pour calculer la puissance de chauffage que je devais avoir, j'ai utilisé une formule. Vous calculez votre volume, longueur, largeur, hauteur, votre coefficient d'isolation. Donc ça va dépendre un peu de la pièce, mais en général c'est entre, je crois, 1 si c'est très très bien isolé, à 5 si vraiment genre c'est pas du tout isolé. Et ensuite le différentiel de température. Et c'est là où c'est avantageux d'être à Montpellier, c'est que nous au plus froid, on va dire, il fait vraiment 5 degrés dans le local et on veut s'entraîner à 15. Donc au maximum du maximum, on aura 10 degrés à chauffer en plus, ce qui veut dire que la surface de la tente c'est 72 mètres carrés au sol sur 3 mètres de haut, donc à peu près 210 mètres cubes. Le coefficient d'isolation c'est pas ouf parce que c'est une tente donc c'est 4, donc 210 x 4 ça fait 420, 840. Et ensuite on multiplie ça par le différentiel de température, donc 10 degrés, ce qui fait 8100. Et donc ça c'est la puissance en watts qu'on doit avoir pour pouvoir chauffer cette tente, donc environ 8 kW. Donc moi j'ai pris 15 kW pour être très large, j'avais pu le voir avec ce calcul, normalement 9 kW ça devrait être suffisant pour chauffer cet endroit. Et ça évidemment c'est extrêmement aussi important et à prendre en compte puisque c'est de l'argent, l'électricité que ça coûte de chauffer, c'est un budget aussi pour une entreprise, et aussi la tente, etc. Tout ça c'est des achats qui sont importants pour pouvoir juste avoir un confort d'entraînement et pouvoir s'entraîner peu importe le moment de l'année, même si à certains moments il va faire très froid, ce sera toujours possible et sans problème. Ensuite la deuxième contrainte c'était au niveau du sol. Comme vous le savez on fait de la force et il faut que le sol soit vachement droit pour pouvoir s'entraîner correctement et pas avoir de problèmes d'équilibre, etc. Donc au début j'étais pas certain que le sol soit assez droit, donc j'ai trouvé une solution avant même d'emménager, ça a été de faire un ragréage. Donc en gros tous les endroits où je voulais faire une plateforme pour s'entraîner, j'avais décidé de faire un ragréage auto-nivelant. Donc en fait c'est comme couler un petit peu de ciment au-dessus du ciment pour que ça compense les déficits de pente qu'il pouvait y avoir. Là en l'occurrence ça allait, on a réussi à trouver des endroits où on n'a pas trop de pente et donc c'était pas nécessaire, mais c'est aussi à penser, ça peut devenir un problème en fonction des endroits où vous êtes. Et enfin la dernière contrainte qui avait pour moi était vraiment importante et qui me tenait à cœur, c'était de créer des espaces qui sont agréables pour tout le monde. Donc potentiellement un espace où on peut manger, etc. si on veut rester un peu plus longtemps dans le local, un open space pour les gens qui veulent un petit peu travailler, et aussi tout simplement des bureaux qui sont cool pour les gens qui travaillent avec moi, pour qu'on puisse un peu faire évoluer tout ça et vous les apporter du nouveau contenu, un peu comme là, mais encore plus diversifié et le mieux possible au cours de ces 2 prochaines années. Maintenant, pour ce qui est plus dans l'action, on va dire, la première chose ça a été de déménager la salle. Heureusement il y avait du monde parce qu'il y avait quand même pas mal de matos, plusieurs tonnes de poids et de matos à bouger. Ensuite ça a été de peindre les murs et mon dieu quelle galère. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme diront les plus anciens. On part directement dans les toilettes. Donc comme je vous ai dit, c'est une sacrée catastrophe. Tout est complètement dégueu. C'était un garage avant, donc c'était vraiment le bordel. Et là, on n'a pas encore eu le temps de faire tous les travaux. On a déjà hygiénisé les toilettes pour qu'ils soient praticables, parce que c'est vraiment le premier truc d'un point de vue hygiène où c'est important. Ça, on va le casser, on va faire tout en placo étanche, qu'on puisse avoir un espace de douche correct, parce que là, comme vous pouvez le voir, du coup, c'est vraiment dégueu, parce qu'on a fait la peinture, et comme on sait qu'on va changer le bac de douche, etc., on a tout foutu dedans pour laver. Ça évite de boucher les canalisations des éviers qui sont en général plus petits et plus facilement bouchables, surtout avec des peintures assez épaisses. Donc voilà, c'est très dégueu. Mais tout ça, on pourra vous faire un avant-après, parce que dans la salle, on a Javier, l'ancien, qui est vraiment doué là-dedans. D'ailleurs, c'est son métier, en plomberie. Mais en tout cas, il va nous faire une très belle salle de bain, et du coup, je pourrais vous tenir au courant de comment ça va rendre quand ce sera fini. Donc, pour la peinture que vous pouvez voir au fond là-bas, on s'est bien fait chier, comme je vous l'ai dit, on a pris peut-être une journée et demie avec vraiment pas mal de monde. Et au niveau du choix de la couleur, regardez la couleur que j'ai choisie, gris anthracite mat. En fait, à la base, j'hésitais entre le noir et le gris, mais j'avais peur que le noir soit trop sombre et que ça absorbe toute la lumière qu'il y avait dans la salle, parce qu'on a des beaux puits de lumière en haut là qui jettent pas mal de luminosité dans la salle. Et donc je me suis dit qu'au final, avoir un contraste entre le noir, enfin un compromis entre le noir et un truc quand même assez sombre, parce que c'est l'ambiance que je voulais avoir, ce serait stylé. Et donc du coup, on a choisi du gris anthracite et honnêtement, c'était un bon choix parce que ça rend très bien. Donc je suis content de ça. Donc on a utilisé 3 pots qui à la base étaient prévus pour 70 mètres carrés, donc c'est à peu près la superficie qu'il y a là. Mais en fait, c'était un pot pour 70 mètres carrés. Donc on aurait pu en théorie faire 210 mètres carrés. On en a fait que 70 parce que le parpaing, ça pompe la peinture, mon copain. Ça absorbe vraiment beaucoup la peinture. Donc on a dû passer plusieurs fois avec des poils très larges pour que ça puisse rentrer dans tous les interstices du parpaing et pour que ça puisse faire un rendu qui est ok maintenant, où on n'a pas trop de blanc, ou en tout cas où c'est bien fait. On vient de l'entrée à la porte qui est juste derrière et l'espace entraînement est au fond. Tout là, pour l'instant, c'est aménagé comme ça, mais par la suite, sur la gauche là-bas, on va mettre un bureau. Donc on va prolonger cette mezzanine qui est déjà là pour pouvoir faire un bureau en haut certainement. Donc on ne sait pas encore en haut ou en bas. Et du coup pouvoir utiliser tout l'espace de la mezzanine au-dessus pour faire un espace un petit peu chill, etc. pour se poser. On fait souvent des soirées ici le samedi soir, entre potes, on reste ici. Ça pourrait être intéressant d'avoir cet espace là et des bureaux qui seront bien isolés en placo. Parce que là c'est du parpaing donc c'est pas ultra isolé, il n'y a pas d'isolation en plus du parpaing. Donc du placo doublé pour bien isoler l'endroit et pouvoir chauffer à l'intérieur et être vraiment confort. Donc voilà l'objectif au niveau des bureaux qui seront normalement ici. Et donc on va répatrier un petit partie de la salle là et aller la pousser un peu plus vers là-bas. Il y a d'autres projets qui potentiellement arriveront
ici, je sais pas encore quoi, enfin j'ai des idées mais je suis pas encore certain, donc je vais pas vous en parler plus. Mais au fond là-bas, normalement on devrait mettre une petite cuisine, donc il y a déjà une plancha donc d'extérieur, mais en plus d'intérieur avec un micro-ondes, une plaque pour chauffer sa bouffe, etc. Un endroit pour pouvoir cuisiner même bien en réalité. Et avec un petit accès par échelle ici là sur la mezzanine qui donnera une bonne vue sur toute la salle. Alors je me retrouve à côté de l'homme aux cheveux roses qui est aussi barbeur très qualifié, surqualifié de Castelnau, là où est la salle aux alentours de Montpellier pour ceux qui savent pas. Comme vous pouvez le voir ici là, il y a déjà une évacuation d'eau, donc on pourra facilement mettre la petite cuisine ici avec l'eau pour que ça puisse repartir là-bas jusque là-bas dans l'évacuation. Et l'électricité dans le local est vraiment bien tirée. Il y a une grosse patate, c'est du triphasé quasiment partout, il y a 3 fois 60 ampères, donc on est vraiment large. Pour faire ce qu'on veut, c'est bien plus que nécessaire. Et il y a des prises quasiment partout, donc ça aussi c'est vraiment bien foutu pour pouvoir brancher, peu importe si on veut faire des bureaux là ou là. Pour ceux qui savent pas, du coup le principe du triphasé, c'est juste d'avoir 3 phases. Donc en gros, à la maison vous avez du monophasé, c'est une phase, le triphasé c'est 3 phases et ça a un voltage un peu plus haut. Alors si je dis pas de bêtises, je suis pas pro en électricité, mais vu que le voltage est plus haut, ça permet aussi d'avoir une plus grosse patate, plus de kilowatts, sans forcément changer l'ampérage, qui lui reste plus ou moins le même, comme c'est juste 3 fois du monophasé. Donc si je dis de la merde, désolé, je suis pas un pro en électricité, mais je crois que c'est à peu près ça. Et c'est pour ça que du coup le triphasé permet aussi d'avoir juste plus de puissance dans les locaux. Et ça c'est grave pratique parce qu'on peut faire plein de trucs avec le triphasé dont je pourrais vous parler plus tard. Devant nous là, c'est Javier, le pro du BTP, le plombier qui va nous refaire les toilettes. Et en plus de ça, il s'est mis au power il y a quoi, 1 an et demi, et il progresse plutôt vite, le salaud. Du coup, voilà une petite barre à 205 en détente par Javier, a.k.a. l'ancien. Et attention, pour le contraste, ce mec-là est doué dans tout ce qu'il fait. Il est doué avec ses mains, vous voyez. Il sait tout faire. Quand on a besoin d'aide, on appelle Javier, il est toujours là. Et à côté de ça, le contraste, ces deux connards là, ces deux connards, Barnabé et Tom, c'est 2 manches à balai. Ils ont des pieds à la place de leurs mains. Ils sont vraiment pas doués dans tout ce qui est manuel, mais bon, on les aime quand même parce qu'ils sont gentils. Regardez comment il fait le mec sérieux. Non, là t'es bien, t'es pas bien. Il sait très bien que je vais le vanner, du coup il se barre pour pas se faire vanner. Barnabé, regardez là, je suis avec mon copain, le chauffage. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué 15 000 watts, soit 15 kilowatts. Ça, mon pote, ça pousse. Ça permettrait de chauffer toute la tente qu'on va recevoir demain. Et je vous parlais du triphasé. Et bah regardez ce que c'est le triphasé. T'es mal à la taille du câble. Le bordel, il fait 20 mètres, il pèse 15 kilos. Regarde l'épaisseur du câble. La prise, c'est ça, pour ceux qui connaissent pas. C'est une grosse prise rouge comme ça. Il y a dans tous les locaux commerciaux en général. Et du coup, ça permet d'envoyer beaucoup plus de puissance sans pour autant surchauffer ou faire disjoncter. Enfin, en théorie, si ton câble surchauffe, ça fait disjoncter le compteur. Mais si le compteur accepte du triphasé, c'est qu'il est fait pour. Et vous voyez le petit boîtier qui est là-bas derrière blanc là, et ben c'est ce boîtier-là qui accepte du triphasé. En fait, c'est une prise spéciale. En gros, il y a des prises classiques au-dessus là. Ça, c'est des prises de monophasé classiques, comme vous pouvez le voir. Et en dessous là, il y a une grosse prise triphasé. Et donc derrière, il y a toute l'installation électrique. Alors, je suis pas du tout pro de l'électricité, mais tout ce que je sais, c'est que le triphasé c'est du 400 volts au lieu du 230 classique. Donc là, vous pouvez le voir, regardez, vous avez les deux. 400 volts, il y a marqué PC 400 volts et 230 volts. Ça, c'est une prise triphasée, donc c'est un peu plus costaud que des trucs classiques. Les câbles sont plus gros, si je dis pas de bêtises. Enfin, tout est plus complexe. Comme vous voyez, je pense que directement, vu que les câbles sont plus gros, il doit y avoir directement les 3 phases dans un câble. Toute l'installation est plus chère et évidemment, ça demande des moyens un peu différents des maisons, mais c'est souvent utilisé dans les locaux commerciaux pour avoir des gros appareils, genre dans les garages, pour avoir des plombs de levage, etc. Quand il faut des grosses puissances, on a toujours besoin du triphasé. Et je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de l'aspect technique de ce local. Je vais recevoir la tente demain, donc on vous filmera tout ça quand on montera la tente. Et avec le canon à chaleur, on pourra vous montrer exactement combien de degrés on gagne. Et si mes calculs étaient bons, je voulais vous faire ça en plusieurs fois parce que c'est quand même assez long. Et après, on pourra prendre d'autres vidéos pour les étapes comme la mezzanine, les bureaux et toutes les choses qui viendront après, qui se grefferont autour de ce projet-là. Mais en tout cas, il y aura pas mal de trucs intéressants que je voudrais vous montrer. Et j'espère que vous avez kiffé un petit peu ce format-là, qui est vraiment différent. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et au final, le côté un peu entrepreneuriat, c'est un truc que je kiffe vraiment, que j'ai tendance beaucoup moins à consommer sur YouTube. Donc je trouve ça vachement intéressant. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire. Et je vais vous montrer tout le reste et tout ce que ça implique d'avoir une salle, ou en tout cas de vouloir faire des projets dans notre pays, entre guillemets, parce que il y a des contraintes qui sont liées directement au pays. Et c'est intéressant de le savoir si vous voulez vous lancer ou si vous avez ce projet-là un jour dans votre vie.